Bonjour à tous. Patrick Gimonet qui va nous parler de l'efficacité en entreprise avec l'adoption des usages de Teams. Mais avant, évidemment, les sponsors sans qui l'événement n'aurait pas été possible. Et donc, la petite vidéo de nos sponsors. Ça devrait. Voilà. C'est bon, il y a tout activé. Bonjour à tous, merci d'être présents à cette session. On est ravis de refaire des événements en physique. Depuis quelques temps, c'était assez rare, comme vous le savez. Donc, je me présente très vite. Mon nom, c'est Patrick Gimonet. Ah. Pas de problème. Je suis plutôt parisien, basé autour de Paris. Mon rôle, c'est d'être architecte de solutions avec les outils Microsoft 365. Donc, j'aide mes clients à résoudre, on va dire, leurs problèmes métiers avec la belle palette d'outils dont on va parler dans la suite de cette session. Je suis conférencier et organisateur de conférences comme celle-là en France et à l'international. Et j'anime en particulier la communauté AMS, qui est un des co-organisateurs de cet événement. Donc la communauté AMS, ça veut dire Azure Microsoft 365 SharePoint. C'est issu de la communauté historique SharePoint et on est focalisé sur tous les outils Microsoft 365. On a mis Azure un peu dans le nom parce qu'il y a toujours un petit peu d'Azure quelque part, mais on va dire que le focus c'est vraiment Microsoft 365. Et comme son nom l'indique aussi, beaucoup de gens qui viennent du monde SharePoint, qui dans l'audience a fait du SharePoint un peu beaucoup dans sa vie. Plus grand monde, ça passe. Voir les gens ont honte maintenant de le dire peut-être. N'hésitez pas à vous connecter sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et je suis MVP Microsoft depuis quelques années aussi. Donc MVP, j'aime bien pour ceux qui connaissent ce que ça veut dire MVP. En général, pas tant de monde que ça. J'aime bien dire qu'on fait un peu le travail de Microsoft, mais on n'est pas payé pour ça. Alors, en général, ça fait un petit peu rire. On le fait gratuitement. L'intérêt pour nous, en tout cas, c'est de comment Microsoft nous rétribue, entre guillemets, de manière non monétaire, en nous donnant de l'information en avance de phase, notamment sur les nouveautés produits qui sont, pour certaines, pas encore annoncées. Et donc, ça nous permet d'avoir une bonne vision de ce que nous prépare Redmond, comme on dit dans les futures versions de Teams, de Microsoft 365 en général. Et ce que j'aime bien dire à l'international, bon, en France, ça fait assez banal, c'est que j'aime bien la baguette. Alors là, c'était une petite capture d'écran de baguette lors d'un événement fait au Qatar. Donc, vous voyez le mot baguette, traduire l'arabe, si ça vous intéresse. Voilà, ce que j'aime bien, c'est que le pain, dans tous les pays du monde, il y a une sorte de pain assez typique. Donc,
ça fait écho à différentes... une part d'humanité qui est en nous, on va dire. J'aime bien aussi poser la question qui travaille à la DSI ou en tant que consultant à la DSI versus qui travaille dans les métiers. Donc, première levée de main, qui travaille plutôt côté DSI dans les organisations. Ok, en général, ouais, une petite moitié. Qui travaille donc plutôt côté métier. Alors, il y en a qui travaillent un peu des deux. Bon, souvent, le consultant, c'est un peu son rôle de faire... Qui ne travaille pas. Qui ne travaille pas. Le consultant, c'est justement un peu son rôle de faire le pont entre les deux. Ce que j'aime bien dire, c'est que pour qu'un projet Microsoft 365 ou Teams marche, puisqu'on va parler plutôt se focaliser sur Teams, ou un projet Power BI, ou un projet, tout ce qui tourne autour de la Power Platform aussi, évidemment, il faut absolument que les gens métiers communiquent avec la DSI ou avec les gens techniques et réciproquement. Si pour une raison X ou Y, cette communication ne se fait pas ou cette communication passe mal, il y a de la communication, mais le shit ne se fait pas, vous êtes en grand danger sur votre projet parce que soit vous allez passer à côté des enjeux techniques. Alors, plus les technos se développent, et je dirais souvent, c'est plus un problème. Il n'y a plus de problèmes techniques dans le sens où on pouvait les avoir il y a 10 ou 15 ans, où on passait du temps à déployer des serveurs, déployer des choses techniques. Aujourd'hui, avec le cloud, il y a beaucoup de choses qui se sont simplifiées. Malgré tout, il y a quelques petits ou gros points techniques auxquels il ne faut pas passer à côté. Et donc, si vous ne parlez pas avec la technique, vous allez rater des points importants qui peuvent être bloquants pour tout le reste du projet. Et si vous passez à côté de la discussion avec les métiers, vous passez probablement à côté de beaucoup de choses, des enjeux, de pourquoi vous allez faire le projet, quels sont les objectifs métiers de votre client, ou de votre entreprise, de votre organisation. Et du coup, voilà. Donc, n'oubliez ni l'un ni l'autre. Et le mieux, c'est que les gens se parlent dans les deux sens. Merci à nos sponsors, sans qui, évidemment, tous ces événements seraient impossibles. Donc, n'hésitez pas à rencontrer les gens des sponsors, aller sur leur session, éventuellement discuter avec eux pour vous renseigner. Souvent, ils ont des compléments de solutions qui sont très intéressants pour enrichir, je dirais, le produit Microsoft de base. Donc, n'hésitez pas. Donc, la conférence spécifiquement de cet après-midi, elle consiste à parler de Teams et comment on peut aller améliorer le déploiement de Teams ou utiliser réellement Teams dans votre organisation pour les meilleures pratiques du terrain. Donc, le plan va être assez simple. D'abord, premier point, pourquoi Teams? Alors, c'est une première question peut-être à tout le monde. Est-ce que vous êtes qui est convaincu en fait de l'intérêt de Teams et de déployer Teams dans son organisation? Il y a pas mal de gens convaincus a priori. Qui n'est pas convaincu en fait pour des gens qui se disent pourquoi on devrait déployer Teams plutôt que rester peut-être sur des pratiques autour du mail ou d'autres. N'hésitez pas à lever la main si c'est ce que vous pensez. Donc, il n'y a pas trop de gens non convaincus. Donc, c'est déjà une première phase. Évidemment, si on va revenir là-dessus. Mais c'est la première chose. Si on va déployer Teams, il faut un petit peu être convaincu des apports que ça peut avoir dans l'organisation. Après, on parlera de comment Teams. Donc, comment, concrètement, on va déployer Teams dans une organisation. Comment on va s'y prendre en termes de projet, en termes de sponsors, qui on doit convaincre peut-être en premier, etc., pour que ça marche bien. Et après, on ira un peu au-delà de Teams, suivant le temps qui nous reste. Ça va plus ou moins vite sur cette dernière partie, c'est pour donner des perspectives au-delà de vraiment Teams, du cœur de Teams. Alors, pourquoi Teams? Moi, avec mes mots et mon expérience, déjà, c'est un outil qui a plus de 5 ans. Donc, on a fêté cette année les 5 ans de Teams, donc c'était au mois de mars. Donc là, on est plutôt vers la 6e année. C'est un outil qui a très, très rapidement mûri, évolué, etc. au cours de ces 5 années. Donc, aujourd'hui, on a vraiment un outil qui commence à être réellement mature, moi, je trouve. Ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans, il y a 3 ans. On était vraiment sur un produit qui évoluait beaucoup. Là, je dirais que ça commence à se stabiliser. Et du coup, ça devient vraiment plus forcément, on l'a vu en posant cette petite question, c'est plus forcément
Je dirais une question vraiment philosophique de savoir si on va déployer Teams, c'est plutôt dans la plupart des organisations, c'est comment on va s'y mettre ou comment on va réellement l'utiliser, parce que le Covid a fait que dans beaucoup d'endroits, il est déjà déployé, au moins pour la partie réunion. Amélie, tu veux une intervention? Non, non. Alors, j'aime bien dézoomer un peu. Si on parle de Teams, évidemment, on parle tout de suite de l'écosystème Microsoft 35, puisque c'est un élément de tout un écosystème. Alors, j'aime bien rappeler ce que c'est, parce que ce n'est pas clair pour tout le monde en général. Les idées sont assez confuses. Déjà, on a la partie, on va dire, pour faire simple, Office 365, qui sont les services en ligne. Aujourd'hui, on a à peu près 30-35 services avec une licence 3 E5. Donc, c'est beaucoup de petits ou gros outils. Un des gros intérêts de Teams dans l'historique des années passées, c'est qu'avant Teams, il fallait aller voir son client et lui expliquer, voilà, vous avez plein d'outils, on va commencer à vous expliquer tous ces outils, et puis après, on va peut-être essayer de voir à résoudre vos problèmes. Teams a cette magnifique capacité à intégrer quasiment tous ces outils, et on va pouvoir utiliser Teams un petit peu comme frontal de tous ces outils potentiellement. Et donc, du coup, on peut aller voir le client en leur disant commencez à apprendre Teams, ou à apprendre à vos utilisateurs à utiliser Teams. Et après, du coup, on pourra leur donner un bout de Power BI, un bout de Stream, un bout des autres outils, sans les former forcément sur tous les outils, ou en tout cas, pas former tous les utilisateurs à tous les outils, ce qui est quand même très compliqué. Donc, Office 365, c'est la base des outils de services en ligne. Si on parle de Microsoft 365, on rajoute des licences Windows, puisqu'il faut bien attaquer tout ça à partir d'un PC. Donc, certains utilisent des Mac, donc Microsoft ne vend pas de licence Mac, mais si vous utilisez un PC, vous avez une licence Windows dans votre bundle Microsoft 365. Et Microsoft aussi développe beaucoup de ses applications, si ce n'est toutes, quasiment pour un accès mobile. Donc, vous pouvez mettre en avant, en tout cas, tout un nombre de scénarios d'utilisation via le mobile. Et pour ça, dans les licences Microsoft 35, vous avez non pas des licences mobiles, puisque Microsoft cible iOS, Android, mais par contre, ils vous vendent des logiciels d'administration et de gestion de ces mobiles. Donc, c'est EMS ou Intune, si on veut retenir les noms principaux. Alors, tout ça, c'est bien, mais c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? Moi, j'aime bien dire qu'il y a 5 grandes catégories d'usage. La productivité personnelle, vous avez déjà un certain nombre d'outils pour gérer votre propre liste de tâches, votre propre contact, votre propre calendrier, etc. Vous avez des outils de gestion documentaire, et au-delà des documents, de gestion de la connaissance, de plus en plus. Il y a 2 catégories qu'on retrouve, et souvent, tous les utilisateurs ou les clients ont tendance à mélanger un peu les deux, parce que déjà, au son, les 2 mots sont assez similaires, communication, collaboration. En fait, c'est très différent, et j'insiste lourdement là-dessus, et chaque fois, je pense que c'est utile de le faire. La communication, comme l'indique le petit logo, c'est la nécessité d'envoyer des messages à l'intérieur de l'organisation. Donc, c'est le porte-voix, hein, j'envoie un message à mon collègue, à mon équipe, à toute l'organisation éventuellement, si j'ai le droit et si c'est dans mon rôle. Mais l'aspect fondamental de la communication, c'est que j'envoie un message. Je n'ai pas forcément nécessité d'avoir un retour, ou ce n'est pas le but principal. Le but principal de communiquer, c'est d'informer et d'envoyer de l'info. La collaboration, c'est très différent. La collaboration, c'est on se met tous ensemble autour d'une table virtuelle, et on va produire quelque chose. Souvent, c'est un objectif de production. Alors, ça peut être dans l'industrie de produire des vrais objets, mais dans la plupart des organisations, ça va être produire des choses assez immatérielles, comme une réponse à un client, un nouveau site web, des choses comme ça. En tout cas, il y a quand même un aspect de production de quelque chose. Et ça, c'est ce qui différencie fondamentalement la communication de la collaboration. C'est cet aspect travail, on produit quelque chose. Et du coup, pour finir, pourquoi il faut faire la distinction entre les deux? Parce que ce n'est pas la même finalité, et du coup, les outils à utiliser ne sont pas les mêmes. On va le voir. 5e point, grand usage, on va dire, des outils Microsoft 35, c'est tout ce qui est processus métier.
Si vous voulez digitaliser une organisation, vous avez un certain nombre d'outils qui vont vous permettre de digitaliser ces processus. Donc là, on est dans le domaine de ce que peut faire la Power Platform. On ne va pas en parler dans cette présentation, mais on pourrait y passer aussi facilement 1 heure sur le sujet. Et voilà, donc c'est tout cet écosystème. Alors, dans cet écosystème, Teams, ça produit quoi? Teams, en premier, et historiquement, ça a été un des premiers usages, un des premiers usages de Teams, c'était un outil de communication. Alors, vous allez le retrouver dans la barre des outils Teams. Alors, vous pouvez changer l'ordre, hein, donc c'est juste la façon dont je les organisé moi, mais vous pouvez changer l'ordre de cette barre, hein, donc il n'y a pas forcément la même chose sur votre environnement. Mais en tout cas, vous avez un certain nombre d'outils qui sont des outils purement de communication. Le premier, c'est évidemment le chat, la conversation. Le deuxième, c'est la communication téléphonique. Alors, téléphonique avec audio ou audio-vidéo, les deux sont possibles. Et le troisième outil de communication, c'est le calendrier, pas en tant que tel, mais en fait, le calendrier nous permet de définir des réunions et tous les meetings qu'on a eus, en particulier dans la période du Covid, sont évidemment des moyens de communiquer avec nos collègues. Alors, communication, collaboration, j'en ai déjà parlé, donc ce slide redit ce que j'ai dit, donc je vais passer assez vite dessus. Communication, c'est un premier niveau en fait d'échange d'informations qui doit nous permettre concrètement de collaborer. Donc la communication, c'est un prérequis à la collaboration, mais si on s'arrête à la communication, en fait, on peut échanger des messages dans tous les sens. Et dans certaines organisations, on retrouve ça dans ce que les gens appellent en général la réunionique, par exemple, ou l'envoi de mails intempestif. C'est qu'il y a beaucoup de communication, mais au final, on n'arrive pas à avancer sur les sujets parce qu'on ne franchit pas cette étape qui permet de passer de la communication à la collaboration. Souvent, c'est parce qu'on va rester sur des outils très communicants. Et le mail en est un exemple. Le mail, si on l'utilise trop ou mal, ça ne va pas être un bon outil de collaboration. C'est un excellent outil de communication. On envoie très facilement un message à une personne bien ciblée, un groupe de personnes, même à toute l'entreprise. Ce n'est pas très recommandé par les temps qui courent d'envoyer un mail à toute son entreprise, surtout si elle est grande, évidemment. Mais ça marche très bien. Techniquement, ça fait le job, il n'y a aucun problème. Par contre, si on s'envoie des mails comme ça dans tous les sens, avec en plus, si on rentre la problématique des attachements aux mails, ça va être un très mauvais outil de collaboration. Parce qu'en fait, quand vous envoyez par exemple un tableau Excel en attachement à 10 personnes, si les 10 personnes vous renvoient une version modifiée du tableau Excel, vous avez 11 copies de votre tableau Excel. Donc, on ne peut pas faire plus mauvais, je dirais, comme outil de collaboration. D'où l'intérêt d'utiliser d'autres outils, comme Teams, par exemple, évidemment, qui va nous permettre de collaborer sur le même fichier Excel. Vous envoyez un message à 10 personnes, et tout le monde va se retrouver sur le même tableau Excel. Donc, alors on peut aussi le faire avec du mail. On peut le faire si dans votre mail, vous envoyez juste un lien vers ce fameux tableau Excel que vous voulez, par exemple, mettre à jour. Mais ce sont des pratiques qui ne sont pas forcément très simples à expliquer aux gens. Donc, il vaut mieux utiliser un outil comme Teams qui va être nativement conçu pour ça. Et le but final de tout ça, ce n'est pas non plus de collaborer, créer des tableaux de PowerPoint ou des tableaux Excel, ça peut être sympa, mais à un moment, le but, c'est de franchir une étape supérieure pour que tout ça aille dans le sens de ce que veut faire l'entreprise, c'est-à-dire éventuellement vendre des choses, produire des choses, etc. Donc, Teams nous permet de faire ça plutôt. Donc, on a vu les usages communication. Il ne faut pas en rester là. C'est ça le message de ce slide et de cette discussion sur la communication et la collaboration. Il faut passer dans la deuxième étape de Teams, deuxième niveau d'usage qui est hyper important. C'est la partie équipe qui va nous permettre de structurer en fait des espaces de collaboration à l'intérieur de l'organisation pour justement franchir cette étape de pur échange pour aller au-delà. Donc ça, pour finir cette partie, là, on a un tableau de synthèse de tous les outils de Microsoft 365. Teams va se retrouver, ce qu'il faut bien voir, c'est que Teams va se retrouver un petit peu au milieu de ça. Alors, le mail reste important, donc je le mets aussi parce que les gens ont tellement l'habitude du mail et ça reste quand même un très bon outil de communication, hein, donc il ne faut pas forcément blâmer l'outil, enfin jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Mais
Teams va nous permettre en fait d'aborder cette partie de communication et collaboration et se retrouve vraiment au centre de toute la galaxie Microsoft 365. Bon, ça c'est Viva, c'est encore une autre histoire, on pourra développer. Ce que j'aime bien pour reprendre la discussion de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Teams aujourd'hui, on peut vraiment le voir comme le front-end, l'outil qu'on met en visuel accessible à l'utilisateur pour intégrer dedans potentiellement tous les autres outils et notamment toute la gestion documentaire qui va être gérée par SharePoint techniquement parlant. Mais en fait, aujourd'hui, on peut dire à des utilisateurs, vous n'utilisez plus SharePoint, vous n'utilisez plus tous ces autres outils, utilisez juste Teams. Et en fait, s'il ne creuse pas trop, il ne se rendra même pas compte qu'il utilise SharePoint. Dans certains cas de figure, certaines organisations, ça peut être pratique si SharePoint a mauvaise presse, par exemple, ou les gens ont des mauvaises expériences passées avec SharePoint. Ça peut être très pratique de leur dire vous n'utiliserez plus SharePoint dorénavant, vous utiliserez Teams. C'est un petit peu faux, mais ça peut être très pratique. Alors, le mail, comparaison rapide entre le mail et Teams. Je vais assez vite parce que je voudrais passer plutôt du temps sur la partie projet, on va dire. C'est encore une autre façon de présenter les avantages de Teams versus le mail. Donc, sans reprendre tous les points, ce qui est important de dire, c'est que j'ai un collègue qui résume ça très bien, je crois que j'ai un slide après qui dit. Outlook, c'est une vision très personnelle, en fait. On joue perso, en fait, quand on trie ses mails, quand on gère sa messagerie, etc. Teams, quand vous organisez une équipe Teams, vous l'organisez pour toute l'équipe, en fait, puisque tout le monde va avoir la même chose. Donc, Teams, c'est un jeu collectif, en fait. Donc, c'est ça le gros gain entre Teams et SharePoint et Outlook, c'est que quand vous êtes dans votre messagerie, chacun l'organise à sa façon. Alors, c'est aussi un des aspects sympas de la messagerie, c'est que, voilà, si moi j'ai envie de trier mes mails, de les ranger dans les petits dossiers, etc., j'ai mon propre classement, etc., je le fais comme je veux. Je n'ai pas besoin de l'avis de mon collègue, je n'ai pas besoin d'interaction avec mon collègue, sauf que si mon collègue, par exemple, ne trie pas ses mails, lui, il a le droit aussi, mais on n'a pas forcément, au final, la même vue sur le projet, sur les échanges qui sont faits. Un autre problème très, très important avec le mail, c'est quand il y a une nouvelle personne dans l'équipe, comment on fait pour lui donner l'historique, accès à l'historique de ce qui s'est passé. Alors, s'il y a un mois d'historique, ce n'est pas forcément très compliqué, on va lui faire une petite copie de mail, des mails les plus importants éventuellement. Et si c'est un projet qui a duré beaucoup plus longtemps, c'est toujours très compliqué, voire impossible de lui transmettre un gros paquet de mails en lui disant regarde là-dedans, c'est tout l'historique du projet depuis 6 mois, depuis 2 ans. Avec Teams, ça se fait naturellement, on va rentrer la personne dans l'équipe et elle récupère automatiquement tout l'historique en termes de documents, en termes d'échanges, etc. Un autre point très, très différenciateur entre les deux outils que j'aime bien souligner, c'est que dans Outlook, dans n'importe quelle messagerie, vous êtes en asynchrone, forcément. Vous envoyez un mail, des fois ça arrive dans les 10 secondes, ou même dans la seconde après. Des fois, votre mail, il peut mettre 1 heure, 2 heures, des fois il n'arrive jamais, en fait, de l'autre côté. On ne sait pas pourquoi, ça arrive, il y a des mails qui se perdent, etc. Teams va vous permettre de travailler en asynchrone, donc vous pouvez envoyer un message et puis si vous n'êtes pas pressé, vous revenez le lendemain voir si votre collègue a répondu. Mais vous pouvez aussi travailler en synchrone dans le même outil, et ça c'est puissant, parce que si vous êtes très pressé par le temps, vous devez rendre une proposition commerciale dans les 3 heures, vous pouvez vous assurer que vous connectez avec vos collègues, l'équipe de réponse, on va dire, et vous travaillez tous ensemble au même endroit, au même moment, dans le même outil. Donc ça, c'est vraiment une des puissances de Teams, c'est de permettre ce travail à la fois synchrone et asynchrone dans le même outil. Les derniers points fondamentaux, c'est que dans Teams, vous retrouvez tout associé à vos discussions. Donc il y a le flux conversation. Vous avez aussi tous les fichiers qui sont associés dans le même environnement, dans la même équipe. Là où dans Outlook, les fichiers ne sont pas stockés, enfin en tout cas ne devraient pas être stockés, même si des fois ça sert un peu de rangement dans certaines organisations. La messagerie ne doit pas servir de stockage de fichiers par définition, donc on va les trouver ailleurs. Des fois, on a du mal à les trouver ou à les corréler avec les échanges de mails. Donc ça, c'est hyper important. Un dernier point qui milite en faveur d'un outil comme Teams, c'est le travail hybride. Alors, comme vous le savez, les gens
ne veulent pas forcément tous, hein, on est tous concernés. Les gens veulent continuer pour beaucoup à travailler à distance, en partie en tout cas. Les gens veulent à la fois travailler à distance et veulent à la fois retourner voir leurs collègues, avoir du lien social. Donc on est pris dans une espèce de schizophrénie entre je veux travailler loin, mais je veux être quand même connecté à mes collègues en direct. Et donc ça, un des moyens de le régler, je ne dis pas que c'est la panacée, mais un des moyens de le régler, ça peut être un outil comme Teams qui permet à la fois de faire du synchrone et de l'asynchrone, comme on vient de le dire. Donc aujourd'hui, la matrice, alors j'aime bien ce schéma qui dit qu'en fait, il y a 4 niveaux d'interaction possibles. En fait, soit vous travaillez dans le même temps en synchrone avec un collègue, avec vos collègues, soit vous travaillez en temps différé. Donc ça, c'est dans l'espace-temps, on est soit ensemble sur un même projet où on travaille chacun de son côté et on agrège les résultats. Et en horizontal, vous travaillez sur le même lieu, vous travaillez dans des lieux différents. Et du coup, ça vous fait 4 modes d'interaction possibles qui sont tous gérables plus ou moins bien, mais assez bien en général avec Teams notamment. Avec un outil comme le mail, c'est compliqué, par exemple, encore une fois, de travailler en synchrone. Si on se met à commencer à s'échanger des mails j'ai modifié le slide à telle page, etc. Le collègue répond oui. Enfin, on rentre dans une boucle où le mail est vraiment plus du tout efficace. Alors voilà, donc tout ça c'était pourquoi Teams, hein, pourquoi c'est une bonne idée de déployer Teams. Maintenant, comment on s'y prend? Alors, comment on s'y prend? Déjà, il faut comprendre que la plupart des organisations viennent du mail, donc de Outlook ou même des fois d'autres messageries. Mais c'est tout un écosystème, en fait, au-delà de... C'est pas un simple changement d'outil. On ne va pas passer de Outlook à Teams. On va passer d'un écosystème autour d'email à un écosystème ou une façon de travailler différente autour de Teams. Donc, si on prend le mail, la façon, on va dire, traditionnelle de travailler, c'est la messagerie pour les messages asynchrones, le téléphone ou quelque chose de similaire pour les messages synchrones. Si vraiment j'ai besoin d'avoir mon collègue en ligne à un instant donné. Et grosso modo, les documents, ils étaient sur des serveurs de fichiers. Ça peut être déjà dans certaines organisations sur des sites SharePoint, par exemple, ou sur du Dropbox, du Google Docs, tout ce que vous voulez. En tout cas, on est dans un écosystème où on a au minimum 3 outils principaux en fait, hein, qui doivent interagir entre eux, plus tout un tas d'outils complémentaires, comme le calendrier, la gestion des contacts, etc. Teams, c'est un peu, c'est clairement un écosystème différent. Donc les utilisateurs, ils peuvent être un peu perdus. Il y a des choses qui ressemblent, il y a des choses qui sont très différentes dans l'approche. Comme je l'ai dit, à mon sens, une des intégrations, une des forces de Teams, c'est que ces 3, donc la communication synchrone, la communication asynchrone et la gestion des documents sont vraiment bien, je dirais, intégrés dans Teams, dans un seul outil. Donc on passe grosso modo de 3 outils à un outil. Donc normalement, si on explique bien aux gens et si on leur montre bien les façons de faire, ça doit plutôt être une amélioration. Alors, comme je l'ai dit, en fait, ça c'est un peu une vision un peu macro et un peu simplificatrice, puisque dans votre Teams, en fait, les documents sont en fait quand même gérés dans SharePoint. Après, vous avez d'autres outils complémentaires qu'il faut ou pas intégrer suivant le niveau de complexité qu'on veut mettre dans l'opération. On peut parler de planner, on peut parler de to-do, etc. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que sur le côté gauche, on est dans un écosystème que les gens maîtrisent depuis maintenant des années. Et quand je dis des années, c'est de longues années, puisque l'email, en fait, a plus de 50 ans en fait, aujourd'hui. Donc, on ne fait plus, par exemple, de formation d'entreprise. L'email, tout le monde est censé savoir s'en servir. Par contre, Teams, c'est un outil récent, même s'il est de moins en moins récent et de plus en plus utilisé. Donc, il y a quand même une phase où on peut se dire qu'il y a encore besoin d'expliquer aux gens comment l'utiliser, comment faire des bonnes pratiques, etc. Donc, en termes d'accompagnement, évidemment, ça va pas être la même histoire. Tout cet accompagnement pour passer d'un écosystème à l'autre, il faut l'envisager pour ne pas tomber à côté de la plaque. Il faut l'envisager dans ce qu'on pourrait appeler la culture de l'entreprise. Chaque entreprise, chaque organisation
a évidemment une histoire spécifique, une vision de savoir où ils veulent aller, de comment ils veulent travailler, des valeurs plus ou moins partagées, plus ou moins communes sur des habitudes sur ce qu'on fait. Par exemple, est-ce qu'on fait beaucoup de réunions, est-ce qu'on fait beaucoup de communication à l'intérieur des équipes ou pas, etc. Donc, toute cette culture, ce qu'on peut appeler, se résumer sous forme de la culture d'entreprise, va avoir évidemment un impact très fort sur comment on va devoir expliquer un outil comme Teams ou comment on va pouvoir le faire et comment on va pouvoir faire prendre conscience aux gens qu'ils vont gagner en efficacité en utilisant un outil basé sur la collaboration. Un des gros freins qu'on peut avoir, c'est des entreprises où la culture du partage de l'information n'est pas répandue. Il y a des entreprises où partager de l'information, c'est perdre du pouvoir, en fait. Et du coup, un outil comme Teams, où par défaut, on va dire, dans une équipe, je partage toutes ces infos, les échanges. Je peux avoir des échanges avec un collègue, mais les 15 autres personnes de l'équipe vont voir ces échanges. Ça peut poser des problèmes, on va dire, existentiels. Les gens vont se dire, moi, je partage ma petite connaissance, tout le monde va pouvoir la voir, donc j'ai plus le même pouvoir. Donc ça, c'est vraiment important d'intégrer ça, de sentir ça, et de le jauger avant de déployer un outil et de voir comment on doit l'accompagner. Un autre point fondamental, c'est comment la direction de l'entreprise perçoit tout ça. Est-ce que la direction de l'entreprise est plutôt le moteur dans cette démarche? Est-ce qu'elle a conscience de la démarche? Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux aller lui expliquer le plus vite possible. Alors, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours prévu dans le plan projet, etc. Mais c'est un point fondamental. C'est-à-dire que, moi je dis toujours, quand votre chef vous envoie un mail, vous allez rarement lui répondre dans Teams. Ça, c'est une certitude. Donc, le rôle et l'implication de la direction va être fondamental. Et je dirais que si on peut, dans l'idéal, il faudrait commencer par là. Parce qu'une fois que votre chef ou le chef de votre chef a compris l'intérêt de collaborer, de partager de l'information dans un outil comme ça, et qu'il sait le faire, parce qu'il y a deux niveaux de blocage, en fait. Il y a des gens qui refusent, soit pour des bonnes, souvent pour des mauvaises raisons, et il y a des gens qui sont prêts à le faire, mais qui n'ont pas les clés, qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas eu la formation, on va dire, initiale nécessaire pour utiliser le nouvel outil. Donc, les impliquer le plus tôt possible, c'est évidemment un gage de réussite et du fait que, pareil, même remarque, si votre chef vous envoie un message dans Teams, vous allez rarement lui répondre par mail. Donc, si votre chef travaille naturellement dans Teams, toute l'équipe va naturellement s'y mettre assez rapidement. Mais encore faut-il qu'on leur ait donné les clés et le moyen de garder leur position hiérarchique, on va dire, à travers l'outil, qui ne voient pas ça comme une menace à leur rôle de manager, globalement. Alors, un déploiement Teams, c'est quoi? Déjà, ça commence forcément quelque part par un projet technique, même si c'est un tout petit bout de l'ensemble du sujet. Ça peut être très simple, si tout est déjà configuré, si votre tenante est nickel, si vous avez un super débit réseau et de la fibre, etc. Tout va bien, ça va prendre quelques jours, voire 0 jours. Par contre, il peut y avoir un certain nombre de points techniques qui peuvent être bloquants. Évidemment, les aspects réseau, les aspects sécurité sont à prendre en compte. Le déploiement des mobiles est aussi un enjeu important si on veut étendre l'usage au-delà du PC classique. Donc, le projet technique, évidemment, à sa base, est important parce que c'est quelque chose qui va permettre des choses ou les bloquer. C'est-à-dire que si, par exemple, les téléphones ne sont pas bien configurés, on n'arrive pas à avoir d'installation de Teams correcte sur ce téléphone, c'est tout un pan d'usage qui va pas être possible. Donc, les projets ou le projet technique associé est important pour ça. Par contre, il ne faut vraiment pas se limiter à ça. Alors, l'autre sujet fondamental, c'est la gouvernance. Donc, la gouvernance, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un mot un peu grossier ou galvaudé suivant les cas. C'est définir des règles, en fait. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Donc, c'est tout simplement se poser la question, dans l'organisation en question, qui, par exemple, va pouvoir avoir l'autorisation de créer des équipes Teams? Est-ce que c'est tout le monde? Par défaut, Teams est configuré comme ça, mais dans beaucoup d'organisations, ce n'est pas forcément souhaitable. On veut peut-être réduire ça à des rôles particuliers. Ça peut être des chefs de projet qui ont forcément des autorisations particulières lorsqu'ils lancent des projets, de créer des équipes Teams associées, etc. Donc, la gouvernance, c'est se poser toutes les bonnes questions
sur qui fait quoi, qui a le droit de faire, et surtout ce qu'on interdit. Bon, ce qu'on interdit, parce que toutes les organisations aiment bien interdire des choses, on va dire que c'est un peu le réflexe de base. Quand je ne maîtrise pas trop l'outil, je vais commencer par interdire, je vais interdire Forms, Planner, je ne comprends pas trop ce que c'est, hop, j'interdis, je bypass. Nous, on se bat un peu contre ça, parce que c'est un peu facile de couper des pans entiers de Microsoft 365, on va dire, pour se rassurer, en fait, quelque part. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques non plus à activer Planner, par exemple, sur une organisation, même si les gens ne sont pas formés, bon, bah, au pire, ils vont créer des planners qui n'ont pas de sens. Je veux dire, ça ne va pas mettre en péril l'organisation. Par contre, si on leur explique un petit peu à quoi ça sert, il y a plein de cas où ça va nous aider à avancer dans notre objectif de collaborer plus efficacement, d'arriver à des actions plus rapides, etc. Donc, bloquer trop de choses, c'est toujours un problème. Parce que surtout les organisations, elles ont payé, elles ont acheté une licence Office 365, Microsoft 365, avec un certain nombre d'outils dedans. C'est un peu bête de se dire, bah, j'achète quelque chose il y a 30 outils, j'en désactive 20, parce que je ne sais pas trop j'ai pas le temps de me poser la question de savoir ce qu'il faut. Donc la gouvernance, oui, évitons de bloquer tout par principe. Après, c'est hyper important d'avoir des règles claires pour savoir qui fait quoi et comment on s'y prend. Une fois qu'on a fait ça, enfin, quand je dis une fois, c'est logiquement, dans la pratique, ça peut commencer à peu près au même moment dans le temps. Hein. On va pouvoir faire ce qu'on appelle le process d'adoption. Donc, le process d'adoption, c'est tout simplement expliquer aux gens, faire de la communication. Alors, pour le coup, c'est de faire de la communication. C'est essentiellement un process de communication. C'est pour ça que souvent, on va utiliser, par exemple, un site SharePoint qui va permettre de centraliser des vidéos, des tutos, tout un tas d'instruments de communication pour partager avec les utilisateurs comment utiliser les outils, comment on s'organise dans l'organisation elle-même, quelles vont être les règles d'activation des Teams, des sites SharePoint éventuellement, de stockage des données, donc tout ce qui est gestion documentaire, même si elle n'est pas forcément toujours très formalisée, mais c'est important que les gens sachent où ils vont mettre leurs documents par défaut, etc. Un point important, c'est que l'adoption, c'est quelque chose qui est sans fin. Alors ça, c'est quelque chose dans le monde informatique quand on dit ça peut heurter parce qu'on se rend compte que ce n'est pas un projet, en fait. Un projet, par définition, en informatique, enfin en informatique comme dans le reste de la vie, un projet, c'est quelque chose qui commence un jour, qui dure un certain temps et qui se termine. Là, on parle d'un process sur le long terme ou d'un programme, on peut parler aussi, mais c'est quelque chose qui est sans fin. Pourquoi ? Parce que les outils Microsoft évoluent. Vous le savez certainement, ils évoluent même plutôt pas avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités très régulièrement. Les gens aussi évoluent, c'est-à-dire que vos utilisateurs, quand vous leur expliquez la première fois qu'on va activer Teams, etc., ils connaissent par définition pas grand-chose, sauf s'ils ont utilisé Teams dans une autre équipe ou dans une autre organisation. Mais 6 mois après, ils ont quand même utilisé certainement pas mal de choses. Ils ont des questions certainement plus avancées, des sujets qui vont vouloir creuser, qui seront différents de ceux d'il y a 6 mois, et vous prenez ça régulièrement, ils avancent aussi dans leur usage, dans leur pratique de l'outil, etc. Donc, c'est vraiment, il faut voir ça comme un process sans fin, même si ça peut un peu faire peur. Mais il y a aussi le fait qu'il y a toujours dans une organisation des gens qui s'en vont, des gens qui arrivent, des nouveaux employés en général, ou des gens même à l'intérieur de l'organisation qui bougent. Donc les pratiques, par exemple, du Teams de la finance ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on va mettre en place Teams du marketing, par exemple. Donc tout ça fait qu'il faut repasser un certain nombre de messages sur l'adoption très régulièrement. Donc voilà, ça se répète dans le temps. Et du coup, la gouvernance aussi, il ne faut pas oublier que les règles qu'on s'était définies au lancement du projet, en général, elles sont peut-être plus valables ou elles doivent être adaptées. Tout simplement parce que, allez, si on se dit que dans la première itération de la gouvernance, par exemple, on n'a pas activé un outil comme Planner parce qu'on s'est dit, oh là là, c'est trop compliqué, on ne va pas expliquer aux gens, même si, encore une fois, ce n'est pas la bonne pratique que je recommande, mais ça arrive très souvent. On peut se dire que 6 mois après ou 1 an après, c'est peut-être une bonne idée de l'activer. Donc, il faut toujours régulièrement se reposer les questions des règles qu'on s'est définies, des autorisations qu'on s'est données ou pas. Par exemple, au début du lancement du projet, on s'est dit il n'y a que quelques administrateurs qui peuvent créer des Teams, parce qu'on ne voulait pas que ça parte dans tous les sens.
6 mois après, 1 an après, les gens ils sont beaucoup plus matures, ils savent beaucoup plus ce que c'est une équipe Teams, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, etc., à quoi ça sert. On peut se dire qu'il y a plus de gens, voire toute l'organisation, à un moment, qui peuvent être matures, suffisamment matures, pour décider si on doit créer une équipe Teams ou pas. Donc ça, c'est aussi important de revenir régulièrement sur la gouvernance pour challenger en fait les règles qu'on s'était données à un instant donné, et elles étaient certainement très pertinentes. Mais 6 mois après, ou 1 an après, ou 2 ans après, elles sont évidemment pas forcément les mêmes. Enfin, elles doivent évoluer, ou elles peuvent évoluer en tout cas. Et tout ça, ça doit se penser à l'aune des usages. Donc, si on raisonne purement technique, c'est intéressant, mais ça reste très basique par rapport aux besoins fondamentaux qui est pourquoi l'entreprise utilise Teams. Et donc, se reposer ça dans le cadre de la collaboration de manière générale et de quel est l'objectif de l'entreprise. Donc, évidemment, chaque entreprise, chaque organisation va avoir une vision assez différente parce que suivant qu'on est un cabinet de conseil ou une entreprise industrielle ou une entreprise déjà ou une entreprise d'agroalimentaire, évidemment, on n'a pas les mêmes usages, du coup, l'adoption de l'outil ne sera pas la même. Alors, définir des règles, le rôle de la gouvernance, on en a parlé. Alors, les usages des équipes Teams, je vais passer assez vite pour qu'on arrive au bout en temps et en heure. Ça, c'est un exemple de gouvernance qu'on doit absolument se poser, c'est comment j'organise mes équipes Teams, quels sont les grands usages que j'ai de mes équipes Teams. Là, c'est un schéma qui s'adapte à la plupart des cas de figure. En général, c'est une organisation assez matricielle, donc des équipes liées à l'organisation, le service marketing, le service RH, le service communication. Tout le monde doit avoir son équipe Teams. Ensuite, j'ai des équipes plutôt projet. Donc là, c'est plutôt, enfin, tout dépend comment on dessine l'organisation, mais une couche horizontale, une couche un peu verticale. J'ai aussi des équipes un peu transverses ou process, qu'on peut dire process. Par exemple, un process de facturation. Je pense que toutes les entreprises doivent avoir un process de facturation, sinon il y a un problème, ou elles ne vivent pas très longtemps. Ça va forcément impliquer le service financier, par exemple, et le service commercial, en fait. Différents services qui vont avoir un espace Teams dans lequel ils vont échanger pour partager les infos nécessaires ou les documents nécessaires à ce process. Et en dernier type de grand type d'équipe qu'on rencontre très généralement, c'est tout ce qui est groupe d'intérêt. Par exemple, tous les utilisateurs de la solution Microsoft 365, c'est bien qu'ils aient un espace d'échange pour poser leurs questions, échanger leurs trucs, et etc. S'il y a intérêt, pourquoi on ne passerait pas sur des communautés Yammer? 3 minutes avant la fin, c'est challenging. C'est vicieux. Moi, je réponds, si tu as déjà moins de 10 000 utilisateurs dans ton organisation, Yammer ne se justifie pas trop. Parce que techniquement, tu peux faire une communauté dans Teams ou dans Yammer, ça va être à peu près la même chose. Après, il y a des gains particuliers à Yammer, donc dans les très grosses organisations, ça c'est évident, puisqu'il y a chez Total, par exemple, tu ne peux pas faire une équipe Teams où il y a tous les gens de Total. Par contre, tu peux faire un groupe Yammer où il y aura tout le monde. Donc, au-delà à la limite technique aujourd'hui, c'est 10 000 utilisateurs dans une équipe Teams. Hein, donc, si tu es au-delà, il est clair que Yammer a un intérêt très basique, pas très, très direct. Et après, c'est aussi qu'est-ce que tu veux faire tes échanges. Par exemple, un flux Yammer, tu peux l'intégrer très facilement dans un site SharePoint, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui d'un flux Teams, enfin, d'une conversation Teams. Donc, il y a des petites subtilités comme ça techniques. Mais voilà, ce que je peux dire en 2 minutes. Mais c'est un bon sujet, effectivement. Voilà. Les équipes Teams, donc en mode matriciel, c'est un peu ce qu'on vient d'expliquer, c'est que les gens doivent se retrouver à la fois dans leur organisation, doivent avoir au moins un Teams de rattachement, et puis s'ils sont sur N projets, qui se retrouvent un Teams par projet, c'est assez naturel. Tout ça, c'est bien, mais comme je l'ai dit, il faut après communiquer. Donc l'adoption, ça c'est le grand domaine de l'adoption, c'est qu'il va falloir communiquer aux équipes comment utiliser Teams et quelles sont les bonnes pratiques et qu'est-ce qui a été décidé dans l'organisation. Donc là, c'est le genre de communication que l'on peut avoir. Teams est plus efficace que la messagerie. Ça, c'est une vidéo, vous aurez le lien dans les slides. Leur expliquer qu'on travaille plus efficacement directement, par exemple, dans Teams, en mode coédition, que si on s'envoie des attachements mail, des choses comme ça.
apprendre la bonne pratique, donc apprendre les pratiques Teams. Donc il y a ce qu'on pourrait appeler une nette étiquette, donc une façon de parler dans Teams. Par exemple, dans un message Teams, on va pas mettre en général bonjour, chers collègues, comment allez-vous, finir par cordialement, sans pied pas, etc. Teams, c'est un peu plus rapide, on va dire, les échanges, c'est voilà. Donc, savoir comment on pratique les messages dans Teams, c'est important pour certaines organisations, ce n'est pas évident. Et voilà. On retrouve le message que j'ai mis tout à l'heure. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure à l'oral, c'est passer d'Outlook à Teams, c'est vraiment, faut le voir comme passer d'individuel au collectif. Quand vous travaillez dans Teams, à organiser une équipe Teams, à ranger les documents, etc., vous le faites pour vous et vos collègues. Ça, c'est aussi un gain de temps appréciable pour tout le monde. Si vous manquez d'idées sur les scénarios d'usage, je vous mentionne ce site qui est très intéressant, par un collègue qui reprend en fait à l'aide des outils comment on peut par exemple animer une équipe, animer une démarche, animer de l'innovation, animer un projet. Donc ça peut vous donner un certain nombre d'idées. Réinventer la com interne, c'est aussi un gros sujet. Et pour finir, donc là on a dépassé le timing, mais on est à peu près dans ce que je pensais tenir en fait. C'est finir sur l'idée qu'en fait Teams, ok, on a vu que c'était d'abord un outil de conversation, mais il faut pas, enfin de communication, mais il ne faut pas le cantonner à ça. Il faut passer pour en tirer tous les avantages sur la partie collaboration, équipe, etc. Et une fois que vous avez fait ça, alors une fois ou en parallèle, on peut faire les deux, mais bon, on va dire logiquement, c'est plutôt après qu'on ait franchi ce premier niveau. Vous pouvez utiliser Teams comme en fait un intégrateur pour vos processus métiers. C'est aussi un peu la logique de Microsoft quand ils proposent Viva. Donc Viva, c'est un ensemble d'outils pour améliorer l'expérience du personnel dans l'organisation, mais ils viennent systématiquement s'intégrer dans Teams. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déployer Viva sans Teams. En fait. Donc c'est voir que Teams, en fait, ça vous amène en fait tout un tas de possibilités d'intégration d'outils, soit que vous construisez vous-même avec la Power Platform, soit qui sont proposés par Microsoft, soit par des éditeurs tiers. Et ça n'est possible que par... non, c'est notamment possible, pardon, il y a plusieurs possibilités d'intégrer en fait, des outils dans Teams, mais c'est notamment possible, la principale fonctionnalité, c'est ajouter un onglet dans Teams. Donc là, vous avez le menu standard. Quand vous essayez d'ajouter un onglet dans Teams, vous pouvez en fait intégrer dans votre équipe Teams, votre espace Teams en question, par exemple, le tableur Excel qui va bien, un site web qui va bien, un Power BI qui va bien, etc. Voilà, je vais en rester là. Je vais arriver juste. Alors, j'ai quelques slides supplémentaires, mais on a effacé les idées. Et je voudrais juste vous montrer le slide de conclusion. Voilà. En fait, l'idée, c'est de dire, l'idée qu'ici, il faut retenir une seule idée de cette présentation, c'est que le pouvoir de transformation de Teams, il va aller du plus simple vers le plus compliqué, le plus important, lorsque vous mettez en place l'aspect communication d'abord, l'aspect collaboration et l'aspect intégration des processus métiers. Donc, c'est une espèce de chemin continu vers la transformation complète de l'entreprise. Voilà, merci. Et puis, je reste à votre dispo s'il y a des questions, pas dépasser trop le timing.